imaginons si ça avait été un député du Rassemblement National qui s'en prenait un journaliste de l'Humanité, de Mediapart ou je sais pas quoi. Ce serait aux 20h de TF1, aux 20h de France 2 et ce serait partout. Ça ferait la une de la presse, de la PQR, etc. Et là, aujourd'hui, on n'a pas un mot dessus. On va passer à l'interview frontale dans un instant. Nous recevons Gaëtan Dussauzel. L'interview frontale, c'est parti. Frontières, la matinale. L'interview frontale. Parole du Rassemblement National. Aujourd'hui, quoi de mieux d'avoir quelqu'un du Rassemblement National, puisqu'il y a quand même pas mal d'actualités à traiter, je crois. Alors premièrement, est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir un petit peu notre magazine, parce qu'il est sorti hier matin, mais déjà, que pensez-vous de cette une ? LFI, le parti de l'étranger. C'est une excellente une parce que ça résume en quelques mots, en réalité, tout ce qui est devenu la France Insoumise depuis particulièrement 2022, mais surtout dans la période 2017-2022. On reviendra sur les événements d'hier, évidemment, au cœur de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon. Donc forcément, moi, je me suis précipité à la Gazette pour ensuite aller acheter le magazine. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vous écoutent et qui ont l'habitude de vous écouter, le meilleur soutien qu'on peut apporter, c'est de se procurer le dernier numéro de Frontières. Donc, filez chez votre marchand de journaux. Merci. On en a besoin en ce moment. Exactement. Julien, toi, tu as aussi un petit peu, tu as contribué grandement à ce magazine. Notamment, on en parlait un instant avec le Kosovo, mais pas que. Et est-ce que tu peux aussi rappeler un petit peu, et puis on va partir sur un échange autour de ce magazine avant de passer aux actualités, pourquoi est-ce qu'on a construit le magazine LFI et quel est l'objectif de ce magazine après tout ? Parce qu'on est critiqué, on est menacé limite de vouloir nous interdire certains accès, mais s'ils pouvaient, ils supprimeraient carrément Frontières. Quel est l'objectif de ce magazine ? L'objectif, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de médias que l'on peut classer à droite de l'échiquier politique qui semblent avoir une certaine forme d'inquiétude ou même de peur, on pourrait dire, par rapport au fait d'enquêter sur la France insoumise. Je pense que dans une démocratie saine, il n'y a aucun problème à enquêter sur tous les partis qui composent l'Assemblée nationale et que c'est plutôt une bonne chose. Mais toujours avec LFI, il y a une sorte de peur qui s'explique par le biais de leur connexion, par le biais de leur radicalité. Et donc, nous, chez Frontières, on a décidé de mettre les pieds dans le plat, on pourrait dire, et d'enquêter sur LFI, notamment donc leur travail à l'Assemblée, la nébuleuse de leurs collaborateurs parlementaires, leurs liens, leurs connexions, leur changement de ligne aussi, parce que le Mélenchon de 2012 n'est pas le Mélenchon de maintenant. Il s'est transformé, il a mal vieilli, on pourrait dire. Et je pense que c'est extrêmement important. Jules a fait du très bon travail et l'intégralité de nos journalistes aussi. Et moi qui me suis rendu en Argentine, ce qui m'a quand même fasciné, c'est de me rendre compte qu'en réalité, l'extrême gauche est radicale partout. C'est-à-dire que même à 10 000 km de Paris, on retrouve le même cahier des charges, le même schéma. Par exemple, il y a une typologie aussi, tu le disais, physiquement, ça se ressemble. C'est vrai que même d'un point de vue physique, ils se ressemblent, d'un point de vue vestimentaire, ils se ressemblent. Et par exemple, j'ai été très surpris de voir en Argentine, donc très loin de la Palestine, des drapeaux palestiniens qui flottaient. Donc c'est une enquête qui va en profondeur et j'invite tous ceux qui nous écoutent à se procurer le magazine. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi selon vous il y a justement cette omerta par rapport à un certain nombre de journaux. Alors, je ne vais pas compter les journaux de gauche, bien entendu, puisque il y a des raisons évidentes qui expliquent pourquoi ils n'enquêtent pas sur LFI. Mais pourquoi, même à droite, il y a cette fébrilité de la part des journalistes d'aborder cette question et d'enquêter sur ce parti ? Alors, en fait, en réalité, j'ai un peu le sentiment qu'on tolère à la gauche et à l'extrême gauche des choses qu'on ne tolère pas, même un dixième ou un centième pour d'autres partis politiques, soit le Rassemblement national ou la droite de manière générale. Alors pourquoi l'omerta ? C'est parce que je pense qu'en fait, dans notre société, on s'est vraiment soumis au diktat, au prisme, à la vision en fait qui est portée par l'extrême gauche. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités, qu'elles soient journalistiques, qu'elles soient politiques, qui en fait se retrouvent piégées
par rapport justement à ce prisme et à ce diktat qu'a imposé l'extrême gauche. On reviendra évidemment sur ce qui s'est passé hier, mais quand on voit le communiqué de Yael Braun-Pivet, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que à vouloir à tout prix bloquer le Rassemblement national, à vouloir empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, à vouloir empêcher le Rassemblement national d'accéder aux postes qui lui revenaient, comme les vice-présidences d'Assemblée nationale, comme des postes de la questure, parce qu'on est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Si vous n'avez pas le Rassemblement national, c'est que vous avez l'extrême gauche à la place. Et donc vous vous retrouvez dans une minorité avec l'incapacité de pouvoir justement bloquer ce diktat de l'extrême gauche. Dans nos enquêtes, on a révélé notamment les sujets de prédilection des collaborateurs, mais également des députés. Donc, ce qui revient systématiquement, c'est le conflit israélo-palestinien. Vous qui êtes député, est-ce que vous constatez qu'à l'Assemblée nationale, il y a des difficultés pour aborder certains sujets, pour faire tout simplement votre travail de parlementaire, à cause des députés de la France Insoumise qui imposent leur agenda et qui est toujours un agenda étranger en plus de cela et qui s'intéresse très peu au final au sort des Français. Alors, qui est pour le coup une certaine difficulté du fait de la bordélisation des débats, etc. Ça, c'est évident. Après, pour le coup, il en faudra beaucoup plus pour des députés du Rassemblement national, pour Marine Le Pen, pour se plier finalement à l'agenda ou au calendrier de l'extrême gauche. Mais là où vous avez raison, et d'ailleurs, c'est ce que vous avez à juste titre relevé dans ce magazine et dans ce numéro, c'est que en fait, l'objectif et la priorité de l'extrême gauche, et particulièrement de la France insoumise, ce ne sont que des intérêts étrangers. Quand on regarde, par exemple, ces fameuses questions au gouvernement, les QSG du mardi et du mercredi, vous avez quasiment l'intégralité, ou du moins une large majorité des questions qui sont portées par des députés de la France insoumise qui concernent le conflit israélo-palestinien et la cause palestinienne. Et en fait, ça dit beaucoup de ce qui est devenu l'extrême gauche dans notre pays. Parce que d'habitude, quand on parle de gauche, on a un imaginaire de défense de services publics, de défense des travailleurs, de questions sociales, de questions de minorités même, handicap, etc., ou jeunesse et autres. Et là, finalement, on se rend compte qu'ils ont complètement changé leurs priorités. Finalement, on est passé de ce que certains d'autres appelaient avant moi, de la défense des sans-culottes, il fut un temps, à la défense des sans-papiers. C'est littéralement devenu la cause principale de la France insoumise et on le voit dans chacune de ses interventions à l'Assemblée nationale. La question que je voulais vous poser aussi, c'est que donc dans nos enquêtes, on démontre la radicalisation de la France insoumise, mais on le sait, la France insoumise a fait plusieurs fois des alliances, parfois même contre nature, avec la majorité présidentielle, enfin, qui n'est plus vraiment une majorité, mais passons. Est-ce que vous pensez que la France insoumise a aussi radicalisé une partie de l'autre gauche, c'est-à-dire que ça soit notamment le Parti socialiste ou même d'une certaine manière le PCF? Exactement. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit et on a mis en garde d'ailleurs les Français et particulièrement aussi les Français qui peuvent avoir le cœur qui penche à gauche en disant attention parce que dans cette coalition qui s'est faite au lendemain des élections européennes derrière l'étiquette du Nouveau Front Populaire qui était juste une NUPES bis pour le coup, on avait toujours dit attention. Dans cette nébuleuse de gauche et d'ultra-gauche, en réalité, ceux qui auront le dernier mot sont ceux qui seront les plus extrémistes, les plus poussifs, les plus violents, ceux qui hurleront le plus fort. Et on le voit, l'intégralité du programme déjà du NFP reposait finalement sur le programme de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il n'était pas du tout arrivé en tête, loin de là, lors des dernières élections européennes. Et ensuite, dans la méthode et la manière de faire, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui a imposé finalement ce qu'il fallait faire au reste de la gauche. Et on le revoit encore hier. C'est pas seulement des députés de la France Insoumise qu'on connaît bien, des Raphaël Arnaud, etc., qui viennent intimider des journalistes. C'est 2 députés socialistes qui, eux aussi, à leur tour, reprennent finalement cette méthode de l'agressivité, la brutalité, de la violence partout et tout le temps. Et il faut voir aussi que dans le Parti socialiste actuellement, vous avez eu différents courants. On avait le Parti socialiste un peu social-démocrate, donc plutôt incarné par des personnalités comme François Hollande, Bernard Cazeneuve et tant d'autres. Et ensuite, vous avez une frange peut-être un peu plus gauchiste, on va dire, qui, elle, derrière Olivier Faure et d'autres personnalités du Parti socialiste, Olivier Faure étant l'actuel secrétaire national du Parti socialiste, eh bien, ont énormément milité pour l'alliance avec la France insoumise. Et finalement, ces députés de cette tendance-là du Parti
Parti socialiste, reprennent tous les codes de la France insoumise. Et sont d'ailleurs, on le voit, plus jeunes, plus portés sur des questions de défense des minorités, d'intérêts étrangers, plus sensibles à la question de l'écologie punitive, à la question de la cause palestinienne, loin finalement du côté très social-démocrate qu'on avait à l'époque des vieux barons socialistes. Et le pire, c'est que, juste pour rebondir, c'est que les sociodémocrates, enfin la vieille garde du Parti socialiste, au final s'est plié donc à la France insoumise, puisque par exemple François Hollande a été élu en qualité de député avec ce tremplin-là. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est là où il faut un peu mettre en garde ceux qui nous font croire que le Parti socialiste n'est pas la France insoumise, que voter pour un social-démocrate, ce n'est pas voter pour la France insoumise. En réalité, toute personnalité de gauche qui se retrouverait à avoir des responsabilités dans notre pays, ça sera avec le soutien de la France insoumise. Donc si demain vous avez des personnalités comme Hollande, Cazeneuve, Glucksmann, qui, du moins eux le souhaitent, accèdent au pouvoir, derrière, vous aurez des ministres de la France insoumise. Et quand on voit les personnalités qui sont mises en avant par la France insoumise, parce que c'est pas l'aile la plus modérée, l'aile finalement un peu républicaine, voire même souveraine, qui existait à l'époque de Kuzmanovic à la France insoumise, ou alors une autre un peu plus social-populaire à la Ruffin, etc., a été écartée de la France insoumise. Les cadres mis en avant par la France insoumise, ce sont les cadres les plus radicaux, ce sont les fichés S à la Raphaël Arnaud, ce sont ceux qui sont complaisants avec le communautarisme et l'islamisme comme Monsieur Guiraud, etc., etc. Donc, voter aujourd'hui pour une personnalité de gauche, c'est être dans la certitude d'avoir des députés et des ministres de la France insoumise demain. On voulait revenir effectivement avec vous sur ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai pris un bon nombre de vidéos. On a fait un petit florilège, un petit montage de tout ce qui s'est passé. Alors, rien n'a été modifié, évidemment. C'était seulement des sections de ce qui se passait. Donc, c'était pour le moins mouvementé. Je vous présente tout ça tout de suite en vidéo. Travail de journaliste. Vous tapez monsieur? Vous tapez une femme? Vous tapez une femme, monsieur? Vous êtes des fascistes en fait. C'est là en fait ce qu'on vient de voir. Moi à chaque fois je revois les images, alors que j'y étais évidemment, c'était moi qui étais en train de filmer, je ne peux pas croire à ce que je vois alors que je l'ai subi, je l'ai vécu. Je me dis comment est-ce que ça a pu arriver? Gaëtan Dussauzet, déjà, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces images? Je sais que, et je suis reconnaissante et je vous remercie, et je remercie le Rassemblement national et d'ailleurs beaucoup d'autres élus qui ont apporté leur soutien à la rédaction de Frontières, à mes collègues Jordan Florentin, David Alem et moi-même, puisque c'est vrai que c'était quand même un épisode très choquant. Mais quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces images? La première chose d'abord, c'est on se dit comment c'est possible que ça arrive à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai que les images qu'on voit, et heureusement que vous étiez là d'ailleurs pour qu'on puisse montrer finalement le vrai visage de la France insoumise et des élus de la gauche de manière générale, les premières images qu'on voit, c'est que tout de suite on se dit mais imaginons si ça avait été un député du Rassemblement national qui s'en promet un journaliste de l'Humanité, de Mediapart ou je sais pas quoi. Ce serait aux 20h de TF1. Aux 20h de France 2, et ce serait partout. Ça ferait la une de la presse, de la PQR, etc. Et là, aujourd'hui, on n'a pas un mot dessus. Et c'est ça le plus, je trouve même le plus choquant. Évidemment que la violence, l'agression, surtout quand vous le vivez personnellement, comme ce fut votre cas, à quelque chose de heurtant et profondément choquant. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est la non-réaction que ça provoque derrière. Et ça, c'est hallucinant parce que quand on s'en prend au travail d'un journaliste, on s'en prend à la liberté de la presse, ce qui est censé être un fondement de notre pacte social et un fondement de la République. Et ça, d'un seul coup, c'est balayé. Alors, nous, on va forcément avoir des positions. Je suis moi-même désigné par le groupe du Rassemblement national, premier groupe de l'Assemblée nationale, pour siéger au sein d'une commission, parce qu'en fait, avant l'accident d'hier, on avait déjà eu les interruptions de Madame Élise Lucet, qui venait faire des tests de dépistage. J'ai été comparée à Élise Lucet par Madame Brand-Pivet, oui, on prend en reparler de ça. Donc on a déjà eu, en fait, comme ça, une sorte d'intrusion médiatique qui venait un peu au-delà, on va dire, du simple travail journalistique, notamment de la part de Madame Élise
Aloïse Lucet, et ce qui avait provoqué déjà un remous au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont décidé de constituer une sorte de commission spéciale pour réfléchir finalement sur les règles qui doivent se poser sur le travail journalistique au sein de l'Assemblée nationale et également sur les règles d'accréditation. Donc, j'ai été désigné par l'Assemblée nationale pour représenter notre groupe au sein de cette commission. Et évidemment, on va pouvoir faire un certain nombre de propositions parce que moi, ma plus grande crainte, c'est le communiqué de presse de Yael Braun-Pivet. C'est de me dire que la seule chose que l'on retienne finalement de cet événement, et la seule conséquence de cet événement, c'est de se dire qu'il faut retirer l'accréditation à un média, dont Frontières. Et ça, je dis, c'est pas possible. La présidente de l'Assemblée nationale, la réaction qu'on attendait d'elle, c'était d'abord une condamnation de ce qui venait de se passer, de la part, je le répète, pas uniquement de députés de la France Insoumise, mais aussi de 2 députés socialistes et d'un député du Parti communiste français, et ensuite des sanctions. Mais pourquoi Yael Braun-Pivet ne peut pas sanctionner ces députés-là ? Parce que comme ils ont refusé au Rassemblement national les postes de vice-président et de questeur, eh ben ils sont en minorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale, celle qui est amenée, l'instance justement qui est amenée à prendre des sanctions sur le comportement des députés. Et c'est la gauche et l'extrême gauche qui est majoritaire aujourd'hui dans ce bureau-là. Donc Yael Braun-Pivet, bon en plus je pense qu'en termes d'idéologie, elle doit aussi s'y retrouver assez pleinement dans cette vision qui est portée par l'extrême gauche dans notre pays. Mais quand bien même ce ne serait pas le cas, elle ne peut aujourd'hui rien faire. Et s'il faut chercher des responsables, eh bien c'est évidemment du côté de ce bloc macroniste, et y compris des LR, qui eux aussi ont refusé de voter pour des vice-présidents du Rassemblement national, et qui ont permis non seulement à l'extrême gauche d'avoir des députés, et en plus de ça, d'être majoritaire au sein du bureau, qui aurait pu prendre des sanctions contre les députés qui ont mal agi hier. Gauthier Lebray hier annonçait, donc c'était hier soir, un peu plus tard dans la soirée, que le RN va refuser de prendre les travaux de l'Assemblée nationale suite au communiqué de presse de Yael Braun-Pivet après l'intimidation de députés contre des journalistes, donc nous chez Frontières. Comment exactement ça va se passer et quel est l'objectif de cette non-prise, on va dire, des travaux ? Comment ça va se passer ? Alors en fait, ça a déjà commencé. D'accord. C'était hier lors de la séance nocturne. Vous savez que les travaux de l'Assemblée nationale peuvent durer jusqu'à très tard. Et donc, il y avait des séances de 21h30 jusqu'à minuit hier. Actuellement, on travaillait sur une grosse loi de simplification de la vie économique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé passer la discussion générale, ce qu'ils appellent la discussion générale. Et ensuite, c'est le moment où vous travaillez sur les amendements. En général, quand tout se passe bien dans l'hémicycle, les amendements, vous en faites, on va dire, allez, une vingtaine, trentaine par heure, voire un peu plus si ça va vite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de la discussion des générales, notre groupe a saisi des règlements. Quand vous voulez faire des rappels au règlement, vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et vous le brandissez comme ça. Et donc, il y a eu plusieurs dizaines de règlements qui ont été brandis pour faire des rappels au règlement et en fait empêcher la séance de se tenir. Parce qu'encore une fois, ce qu'on supportait pas, c'était l'idée que l'on puisse passer à autre chose et ignorer totalement ce qui venait de se passer. Encore une fois, si on avait été dans une situation inverse, tous les travaux auraient été suspendus. Et tout le monde aurait défilé sur les plateaux pour expliquer que c'était grave, etc. Là, à part CNews, qui en a parlé ? Donc il y a vraiment un problème. Donc vraiment pour éviter que l'on passe à autre chose et pour mettre la lumière sur le danger que représente l'extrême gauche et le danger qu'a été le comportement de plusieurs députés de gauche hier au sein du Palais Bourbon, eh bien nous avons empêché justement la séance de se tenir, alors de façon pacifique, en respectant les règles des institutions de l'Assemblée nationale. Mais ça a permis, voilà, je vous disais, d'habitude on fait 30 amendements en 1 heure, là on en a fait un seul. Voilà. C'était notre manière de marquer notre indignation, mais évidemment, on ne va pas laisser ça passer et on va continuer à tenir au sein de l'Assemblée. Éric Tegner hier a été sur CNews et il a tenu à réagir à ce propos sur effectivement ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. On l'écoute tout de suite. Mathilde Panot, vous savez, c'est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. En bureau des présidents, elle a demandé à Yael Braun-Pivet l'interdiction d'accès des journalistes de Frontières qui ont une carte de presse à l'Assemblée nationale. Moi, honnêtement, je n'y croyais pas à ce moment-là. C'est historique. Ça s'est jamais fait. Ce qui les dérange, c'est qu'on parle d'eux, qu'on fasse des révélations sur eux, qu'on fasse des enquêtes sur eux. Et donc, ils ont aussi exigé que notre magazine ne soit plus vendu dans le kiosque de l'Assemblée nationale. Ils considèrent qu'il faut bannir un média. En réalité,
c'est pas tellement surprenant. Il faut savoir que l'extrême gauche a toujours reposé sur une idée qui fait partie de son corpus idéologique, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté, enfin ceux qui considèrent être les ennemis de la liberté. Et parmi les réactions hier que j'ai pu voir de l'extrême gauche par rapport à ce qui s'est passé avec Louise, David et Jordan, c'est que beaucoup soulignaient le fait que ce n'étaient pas des journalistes. Or, c'était de la provocation. Voilà, c'était de la provocation et que surtout, c'était pas des journalistes. Sauf qu'ils ont une carte de presse, donc ce sont officiellement des journalistes, mais il y a toujours cette volonté de relativisme et surtout d'un deux poids deux mesures que vous avez bien souligné précédemment, parce que bizarrement, on ne demande pas de supprimer l'accréditation de journaux qui sont très orientés à gauche, comme l'Humanité, Libération, ou même d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez Je suis totalement d'accord, surtout que c'est le quotidien des officines médiatiques de gauche et d'extrême gauche. Ils passent leur journée à aller éplucher et à dévoiler les noms, prénoms, si ce n'est même plus, des collaborateurs parlementaires du Rassemblement national, des cadres et des élus du Rassemblement national, etc. Ils passent leur vie à faire ça. On fait des compléments d'enquête en plein milieu d'une campagne électorale, on publie des journaux, en veux-tu, en voilà, des articles sur des candidats, etc. Bon, c'est leur quotidien. Et dès qu'on fait la même chose de l'autre côté, dès qu'il y a un travail journalistique qui est fait aussi justement sur le cas de la France insoumise, eh bien à ce moment-là, au secours, les droits individuels, les risques, le danger, etc. Bref, on voit qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures qui est assez insupportable pour le coup. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire de l'état démocratique de notre pays ? Le vrai problème, il est là. Parce que on est quand même dans un pays où, on va revenir aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière, mais où on interdit à la leader de l'opposition de candidater à l'élection présidentielle, on ferme la première chaîne de la TNT, à savoir C8, on met de la prison ferme contre un ancien président de la République avec des sanctions qui sont même plus lourdes que ce que l'on peut affliger à des narcotrafiquants. Bref, qu'est-ce que ça veut dire de l'état démocratique de notre pays? Là, aujourd'hui, on s'en prend à la liberté de la presse, on menace, on intimide, on agresse physiquement des journalistes, et surtout le pire dans tout ça, c'est que ceux qui l'ont fait, ce sont des responsables, entre guillemets, des responsables politiques, ce sont des députés. Donc, quel message il renvoie à l'extérieur de l'Assemblée nationale? Eh bien, il renvoie finalement la consigne que finalement tout est permis contre des militants, contre des journalistes, contre des personnalités qui ne pensent pas comme vous. Et si demain il y a à nouveau une explosion d'agression contre des militants politiques, qu'il y a des intimidations, qu'il y a des personnes qui seront violentées, agressées, si ce n'est même plus, y compris quand ils font leur travail journaliste, eh bien, c'est évidemment ces députés qui en porteront la responsabilité. Parce que, alors que c'est à eux d'être encore plus exemplaires que n'importe qui, eh bien, ils ont fait tout l'inverse. Donc, ils envoient le signal partout en France, en dehors de l'Assemblée nationale, que finalement, tout est permis à partir du moment où vous êtes de gauche et d'ultra-gauche. Exactement, pour rebondir à ce que vous étiez en train de dire, mais il y a autre chose. Hein. Vous aviez croisé mon papa à une occasion il y a quelques temps. Je l'ai eu hier au téléphone parce qu'en fait, c'est des gens qui l'ont appelé en lui disant « Votre fille passe sur CNews, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Forcément, il était très inquiet et il m'a dit... Autre chose qui m'a surpris, qui m'a choqué, c'est cette échelle différente entre moi, qui ai 24 ans, qui suis jeune journaliste, et un député qui a l'âge, plus que l'âge de mon père, donc monsieur Lecoq, député communiste, qui, lui, était très imposant et avait des comportements qui étaient à ça d'une violence. Hein, c'est vraiment... moi, ce qui me surprend aussi, c'est que ce sont toujours ces députés-là, que ce soit LFI, en fait, le Front Populaire, le NFP, de manière globale, qui se dit porte-parole des mouvements qui défendent les femmes notamment. Et là, on voit personne, je dis bien personne à gauche, se mobiliser pour la manière dont j'ai été traitée en tant que femme. Parce que, en fait, ils ont tendance à toujours rappeler la place de femme. Et ben, rappelons-la aujourd'hui, parce qu'elle est certaine. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ce qui s'est passé et à ce traitement qui est, une fois de plus, de poids de mesure face aux femmes? Et vous avez parfaitement raison. En fait, c'est d'ailleurs pour reprendre un peu ce qui était dit à l'instant sur pas de liberté pour les ennemis de la liberté. En fait, le problème, c'est que dans l'ultra-gauche, il y a un prisme qui fait que la politique et l'idéologie passent avant tout. Et donc finalement, une femme, si elle a des convictions de droite, elle perd sa qualité de femme. Mais vraiment, c'est comme ça. C'est la politique et l'idéologie passent avant toute chose. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce sectarisme violent de la part de l'extrême gauche. Parce que sur tout sujet, ils sont incapables de se mettre à la place de leur interlocuteur.
Ils sont incapables d'essayer d'être un peu dans la conciliation, dans l'explication. Ils sont dans le vrai, dans leur vérité du moins, et il faut l'imposer par tout le monde. Et donc si la personne qui vient en face, quand bien même elle serait une femme, quand bien même serait une personne en situation de handicap, quand bien même serait une personne qui aurait subi des persécutions et des discriminations toute sa vie, si elle a l'erreur, selon la gauche, de ne pas penser comme quelqu'un de gauche, elle perd finalement tous ces critères qui devraient pourtant être la priorité et la cause portée par la gauche. Ça, c'est une technique, c'est une machination de gauche qu'il y a totalement dans leur pensée. Tout comme pour les personnes racisées, hein, d'ailleurs. Mais bien sûr. Nous, on a fait un reportage qui est sorti avec Jordan Florentin, qui a été à la manifestation d'extrême gauche, puis ensuite à celle du Rassemblement national dimanche. Et il s'est rendu compte, une fois de plus, qu'à gauche, ils ont le sentiment déjà que les personnes racisées, je prends leur terme, seraient très mal accueillies par le Rassemblement national. Et ensuite, quand Jordan Florentin pose la question à une des militantes, ou en tout cas des manifestantes, mais vous imaginez qu'il n'y a pas de personnes racisées, pas de personnes noires au sein du Rassemblement national, elle dit c'est le problème, malheureusement. Oui, mais est-ce que ça, c'est l'erreur 404 dans le logiciel de l'extrême gauche. Et en fait, le problème aussi, c'est que comme ils sont dans un sectarisme permanent, du coup, en fait, ils n'apprennent pas à connaître l'autre. Et c'est là toute la différence qu'il y a avec des militants, des cadres du Rassemblement national et autres. C'est que, bon, nous, on a l'habitude en plus, hein, je veux dire, pendant 40 ans, on a été un peu les parias de la politique, etc. Donc on a toujours été plutôt sur une position défensive à essayer d'expliquer pourquoi on pensait ce que nous pensons. Mais eux n'ont jamais essayé de se mettre à la place des autres. Et donc ils n'essayent pas de comprendre. Je pense que c'est des personnes, nous on l'a vécu dans notre militantisme, hein, où j'avais on va dire des connaissances, parce qu'à ce niveau-là, ça ne devient plus des amis, mais des personnes qui, à partir du moment où ils apprennent votre engagement, moi à l'époque c'était au Front National, on dit je lui parle plus. Bienvenue au club. Hein. Bon, ça c'est des trucs. Je pense qu'on en connaît tous. Bien sûr, évidemment. Mais c'est un problème. Et ça c'est quelque chose. En fait, c'est la conséquence première du sectarisme d'extrême gauche. Et donc, ce sont des gens qui vivent dans un monde qui n'existe pas, qui ne correspond pas à la réalité, qui ne correspond pas au quotidien des gens, parce que en fait, ils sont incapables de se mettre à la place des autres. Ils sont incapables de cette faculté. Pourtant, c'est la base de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la projection. On est des animaux sociaux. C'est la projection, être capable de se mettre à la place des autres pour comprendre comment ils fonctionnent. Ce qui d'ailleurs en politique est quand même plutôt intéressant, parce que si vous êtes capable de faire ça, normalement c'est que vous augmentez vos chances de convaincre la personne que vous avez en face de vous. Donc même là-dessus, finalement, peut-être qu'ils y perdront sur la longueur, parce qu'ils seront incapables finalement de convaincre de leur bien fondé. Mais et une fois de plus, il y a une autre comparaison que j'ai en train de faire, et je vais prendre des énormes pincettes, mais c'est un petit peu comme certaines communautés qui sont islamistes et qui ont des comportements qui sont complètement à l'inverse des comportements républicains en France, et qui n'obéissent pas à la République française, mais simplement aux lois qui leur sont données par leur religion. D'ailleurs, ça ne s'impose pas forcément qu'à l'islam, mais parfois, en grande partie, pardon. Et pour ce cas-là, pour ce qui s'est passé hier, on a le sentiment qu'on a beau être dans une des institutions principales de la République, qui était l'Assemblée nationale, eh bien, leurs lois à eux, qu'ils leur sont propres en tant que groupe politique, étaient prioritaires à celles de la République. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils respectent plus une morale politique, une idéologie militante, qu'ils ne respectent finalement les règles d'institutions. J'espère quand même auxquels ils sont attachés. J'espère. L'Assemblée nationale, la démocratie, la République, ça devrait faire l'unanimité dans notre pays. Et ce sont des personnes qui font toujours passer leur logiciel et leur idéologie avant toute chose. Et c'est vrai que, avant même de parler des agressions, des intimidations et de l'atteinte réelle à la liberté de la presse, déjà le simple fait qu'ils puissent organiser une manifestation à 2 pas de la salle des 4 colonnes, donc la salle avec les journalistes, manifestation durant laquelle on appelle à ce que l'on vire de l'hémicycle, à ce que l'on vire du Palais Bourbon un média, rien que ça déjà dit beaucoup. Et comment on peut d'ailleurs autoriser qu'une manifestation comme celle-là se tienne au sein de l'Assemblée nationale ? Des manifestations, il y en a eu. Quand on fait une manifestation, par exemple, pour Boualem-Sansal, alors on le fait en dehors de l'Assemblée nationale, alors que la cause est quand même 100 000 fois plus importante et 100 000 fois plus digne. Mais on l'a fait en dehors de l'Assemblée nationale. La politique, ça se fait dans l'hémicycle. Ça se fait pas dans le Palais Bourbon, en faisant des manifestations, en ramenant des collaborateurs et en intimidant des journalistes. Et ça, le fait qu'aujourd'hui, on ait des responsables au sein de l'Assemblée nationale, à commencer par le bloc central des macronistes jusqu'au LR, qui tolèrent la tenue de ce type d'événements et de manifestations, qui ne condamnent pas et qui
par conséquent, parce qu'ils sont bloqués avec l'extrême gauche, se refusent à sanctionner, ça dit beaucoup de l'état démocratique du pays. J'ai une dernière question concernant la présence de drapeaux. Il y a une loi à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui dit qu'il ne doit pas y avoir d'autres drapeaux que les drapeaux français au sein de l'Assemblée nationale en l'occurrence. Donc on a vu d'ailleurs des sanctions qui étaient mises aux personnes qui brandissaient des drapeaux palestiniens. Est-ce qu'on peut considérer, c'est une vraie question, que les drapeaux de la CGT, etc., étaient des drapeaux qui n'auraient pas dû non plus avoir leur place, puisqu'ils étaient brandis? Alors c'est une question, je pense que ça serait aussi à poser... Alors, j'avoue que sur l'interprétation du règlement de l'Assemblée nationale, là, vous me posez une colle. Je ne sais pas si le drapeau de la CGT peut faire partie finalement de ces drapeaux qui ne peuvent pas être brandis. Faut savoir qu'il y a un peu deux règlements à l'Assemblée nationale, en toute transparence. Vous avez un règlement, on va dire, au sein de l'hémicycle, donc vraiment là, les sièges rouges, les fauteuils, etc. Et vous avez un règlement sur la vie dans le Palais Bourbon, en dehors de l'hémicycle. Dans l'hémicycle, de fait, vous avez interdiction de brandir un drapeau, mais même une photo, une image, un magazine ou autre. C'est interdit dans le règlement. C'est pour ça que lorsque vous voyez un Delogu qui brandit le drapeau palestinien, il est aussitôt évacué. Lorsque vous avez Aymeric Caron, qui pas plus tard que mardi dernier brandit des photos de Gazaoui, pareil, avec l'intégralité du groupe de la France Insoumise, ils sont aussitôt évacués de l'hémicycle. Pour ce qui est d'un drapeau de la CGT au sein du palais, j'avoue que j'ai pas cette petite subtilité, sachant que évidemment il y a une certaine liberté syndicale à respecter. Encore faut-il que les syndicats fassent leur travail de syndicat, pas de la politique. En l'occurrence, lorsque une manifestation qui appelle à virer des journalistes de l'enceinte du Palais Bourbon est organisée par des syndicats, c'est qu'ils font de la politique. Et qu'ils aient des comportements normaux, parce qu'il y a d'autres images qui sont sorties, et là pour le coup ça ne nous concernait pas directement, d'un collab UDR, un collaborateur parlementaire qui lui a subi, on voit pas très bien dans les vidéos, mais on voit, je crois que c'était un syndicaliste, il me le semble, un homme assez âgé qui frappe à la vitre pour cacher le téléphone, qui passe et qui en fait lui arrache son téléphone. Enfin, il y a des mouvements, on comprend pas très bien. En tout cas, le collab UDR disait que c'était semblable à une agression. Ça, c'est pareil. En fait, on monte les échelles, ça va crescendo dans la violence de la part de cette personne-là. Mais c'est le problème, c'est que c'est comme dans toute chose. Si vous mettez pas en fait un coup d'arrêt dès la première petite dérive, eh bien, en fait, vous tombez dans l'escalade. Mais c'est quelque chose, c'est la même chose sur la sécurité dans la société, etc. Si le premier petit délinquant au premier délit, vous l'arrêtez pas tout de suite, vous lui mettez pas une sanction ferme, eh ben il va continuer, et puis ça va être de plus en plus grave, jusqu'à ce qu'il finisse par tuer quelqu'un. C'est la même chose là-dessus. En fait, le fait qu'on ait toléré à peu près tout et qu'on ait à peu près tout accepté parce que c'était l'extrême gauche qui faisait, fait qu'on est tombé dans cette escalade. Et vous avez raison de le dire, et c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, ça va être des collaborateurs poursuivis dans les couloirs de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont les collaborateurs d'un député du Rassemblement national. Ça va être des bagarres au sein de l'hémicycle ou dans les couloirs ou à l'extérieur. Est-ce qu'il faudra que chaque député de droite ou du Rassemblement national soit raccompagné par une escorte jusqu'à chez lui ou jusqu'à la résidence parce qu'on aura depuis hier envoyé le signal que agresser quelqu'un, s'il est de droite ou s'il est du Rassemblement national, ou s'il fait juste son travail de journaliste, c'est normal tant que vous avez l'étiquette d'extrême gauche. Toutes ces questions, faut se les poser. Et c'est vrai que si on ne prend pas des sanctions dès aujourd'hui, si on continue d'être dans le déni et donc dans la complicité avec ce qui s'est passé, comme le fait Yael Braun-Pivet et comme le font un certain nombre de députés du bloc central, eh bien, on risque d'avoir de sérieux problèmes à l'avenir. Et vous venez de me rappeler quelque chose que je voulais aussi confier à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas entendu. J'ai fait un passage sur CNews hier, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, d'ailleurs, je serai sur Europe 1 avec Cyril Hanouna aux alentours de 16h. Mais la réalité, c'est que, parce qu'en fait, les élus de gauche sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ont dit on a réussi à les virer. Alors, ils ont fui. Il y a eu aussi ça qui a été dit. Ils ont fui la réalité. Et j'ai pour preuve des enregistrements, enfin des captures vidéo du service alors je sais pas si c'est vraiment la sécurité, mais en tout cas le personnel de l'Assemblée nationale qui me dit c'est pour votre sécurité madame, il faut que vous partiez, il faut qu'on parte, venez avec moi pour votre sécurité. On a dû aller ensuite dans une sorte de sas qui était pour un petit peu voir comment ça se passait parce qu'ils voulaient pas que ça redégénère parce que ça a été vraiment en escalade, c'était assez violent pour au final rester 10 minutes à attendre et qu'enfin on soit escorté par des policiers de l'Assemblée nationale à ma voiture. Ouais. Lunaire.
lunaire. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, je suis encore choquée. Hein. Honnêtement, et je fais pas semblant parce que c'est quelque chose qui, honnêtement, sur le moment, je prenais pas la mesure de ce qui était en train de se passer parce que quand on est sur le vif, c'est un état où c'est compliqué de trop expliquer, trop comprendre. Plus les images passent, plus je peux en parler autour de moi, plus je réalise la gravité des faits. Et je l'ai dit hier encore et je répéterai, j'arrêterai pas de le dire. Merci beaucoup Gaëtan Dussès d'avoir été avec nous ce matin. Et courage, tenez bon. Merci beaucoup pour votre soutien. Dans un instant, on va passer à la chronique de Julien Gérard, la chronique internationale, pour passer sur les actualités. Avant toute chose, je vous invite évidemment à aller vous rendre en kiosque pour nous soutenir. Comme le disait Monsieur Dussauzet, c'est de commander notre magazine ou de vous rendre en kiosque pour vous le procurer. Donc c'est LFI, le parti de l'étranger. Il est dans plus de 5000 kiosques. Et sur www.frontiermedia.fr, vous pouvez avoir accès à toute une liste de points de vente qu'on met à jour régulièrement, parce que j'ai reçu quelques messages de personnes qui me disaient « Ah, je ne l'ai pas trouvé ». Alors déjà, n'hésitez pas à demander à vos buralistes, parce que parfois, ils peuvent être d'une part cachés, ou alors ils pourraient être reçus dans les prochains jours. Ça peut avoir un certain délai dans certaines zones. Donc n'hésitez pas. Et puis vraiment, si vous n'avez pas le choix, eh bien commandez. C'est au prix de 14,90 €.